Bonjour et bienvenue à l'interview. Je reçois aujourd'hui Isabelle Simonis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'égalité des chances notamment, mais aussi de la jeunesse, de la promotion sociale. Mais j'ai voulu vous inviter aujourd'hui pour revenir notamment sur ces événements tragiques à Orlando où des gays ont été assassinés parce que gays, mais il y a aussi un transgenre qui a été agressé à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une explosion de l'homophobie ? Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a, même en Belgique, qui pourtant s'est doté de législation importante en matière de droits des personnes LGBT, il subsiste toute une série de discriminations. Il subsiste aussi beaucoup de difficultés chez les jeunes, notamment, de pouvoir exprimer. Et exprimer, non seulement exprimer, mais vivre leur orientation sexuelle, que ce soit à l'école ou dans les mouvements de jeunesse, par exemple. Et donc, on voit aussi qu'il y a une espèce d'homophobie ordinaire, comme on a du sexisme ordinaire ou du racisme ordinaire. Et parfois, sous le ton de la plaisanterie, on stigmatise une communauté. Et donc, c'est extrêmement dangereux, je pense, pour nos démocraties et nos droits fondamentaux qu'on a obtenus, ce qui veut dire qu'on doit sans doute redoubler de vigilance et faire en sorte de dénoncer systématiquement. Et pour cela, on a un outil qui est UNIA, le Centre pour l'égalité des chances, et vraiment, j'encourage et j'appelle toute personne qui se sent à un moment donné discriminée de pouvoir s'adresser à UNIA pour qu'il y ait à un moment donné un dossier qui puisse être traité judiciairement si nécessaire. Mais pour revenir un instant sur ce qui s'est passé à Orlando notamment, où là, quand même, il s'agit d'un massacre incroyable et ciblé en plus par des terroristes islamistes de Daesh. Donc ça donne encore une dimension encore plus énorme. Oui, maintenant l'enquête est en cours, maintenant qu'il s'agisse de Daesh, on doit encore le préciser, mais en tout cas c'est une tragédie, c'est un drame, et un drame non seulement et d'abord pour les victimes, pour leurs proches, mais de manière générale c'est un drame aussi pour nos libertés, nos droits. Et on voit bien qu'une série d'attentats dramatiques ces derniers mois visent vraiment notre manière de vivre et visent aussi tous les droits qui ont été obtenus par des communautés, par des personnes. Et donc c'est là que c'est extrêmement dangereux, je trouve. Et donc il est temps aussi de pouvoir, au-delà de Daesh d'ailleurs, d'une manière générale et parfois moins dramatique, mais de rester mobilisé par rapport à des courants conservateurs qui pourraient à un moment donné, remettre en cause notre manière de vivre, simplement. Vous disiez tout à l'heure, il y a des législations, mais on a l'impression parfois que les lois ne suffisent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour justement améliorer ce vivre ensemble et aller plus loin que la loi ? Vous vous occupez de la jeunesse, vous avez lancé l'opération Bienvenue dans ma tribu. Est-ce que ce genre de campagne de communication peut aider ? Mais je pense qu'on a besoin, comme de pain, à la fois la jeunesse, mais la population tout entière, de faire un travail vraiment sur la question de l'acceptation des différences, de la citoyenneté, des droits, mais aussi des devoirs pour bien vivre ensemble. Et ce module, cette plateforme interactive vise à pouvoir débattre avec les jeunes de ces questions et de pouvoir aussi leur permettre de dire ce qu'ils pensent de ces droits et comment ils les vivent au quotidien. Et donc on voit bien que dans les maisons de jeunes, les structures de jeunesse, ça fait l'objet de débats parfois très animés. Donc c'est www.bienvenue dans ma tribu.be et nous espérons ainsi renforcer la citoyenneté. Mais à côté de cela, et notamment par rapport à la question de la lutte contre l'homophobie, je pense, et la communauté est le bon endroit pour le faire, qu'il faut continuer à travailler sur de la sensibilisation des populations. On a lancé en janvier dernier une large campagne de sensibilisation qui s'intitulait « Et toi t'es casé », qui a été menée d'ailleurs avec la COCOF, avec la Wallonie et l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a également un dossier pédagogique qui vise à outiller les enseignants, les animateurs des secteurs jeunesse, du sport, pour vraiment les sensibiliser. C'est la première fois qu'on avait
dans notre pays une campagne de grande ampleur sur cette question d'homophobie et de transphobie. Et donc, je pense que ce sont vraiment des enjeux de société sur lesquels, hélas, il faut revenir très, très régulièrement. Et puis, c'est vrai que nous avons beaucoup de législation dans notre pays. On a été précurseurs dans ce pays et surtout, on voit une avancée des droits depuis 2003. Ça ne nous protège pas finalement, malgré tout. Ça nous protège. Le problème, c'est que ces législations doivent à la fois être connues et le citoyen doit être sensibilisé, outillé pour pouvoir les utiliser au mieux. Alors souvent dans les réseaux sociaux, on dit être homophobe, être raciste, eh bien ça fait partie de la liberté d'expression. Et est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise compréhension dans ce terme de liberté d'expression ? Si, je crois. La liberté d'expression est évidemment un droit fondamental qu'il faut préserver. Néanmoins, si elle est en conflit avec d'autres législations, eh bien forcément la liberté d'expression doit avoir ses limites. Donc on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait sous prétexte de la liberté d'expression, qu'il y ait sur la toile et ailleurs des propos racistes, des amalgames, des propos homophobes, des propos sexistes. Mais ça vaut la peine de le rappeler puisqu'on voit bien que dans l'actualité récente, d'ailleurs, même dans le monde du foot, eh bien, il y a des expressions qui, sans doute, ne sont pas les meilleures. Mais justement, parlons-en, parce que, voyant l'équipe des Diables Rouges, qui ont plutôt mal joué lundi, Stéphane Poels, l'animateur sportif bien connu, a dit ils ont joué comme des Jeannettes. Et du coup, il a eu une volée de bois vert en disant non, on ne peut pas dire ça. Alors, qui choisit les mots qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire ? Mais ce propos, reconnaissons, parce qu'il n'a pas dit que ça, il a dit, une équipe de Jeannettes qui joue comme des nanas. Comme des nanas, oui, exactement, alors, vous avez raison. Donc, ça sous-entend que nécessairement être homo ou lesbienne ou bi ou trans eh bien, ne permet pas de jouer correctement au football. Et ça sous-entend également que toutes les femmes jouent très mal au football, ce qui est contraire à la réalité et qui, me semble-t-il, est pourrait être considérée et est considérée par les associations comme étant très très péjorative et discriminante par rapport à la fois aux communautés LGBT et d'une certaine manière aux femmes. Et donc je crois que c'est ce genre de choses qui, je le sais, peut paraître tout à fait anodin, mais qui, de manière répétée et qui se passe très souvent dans notre société au quotidien, doit être dénoncé et signalé au Centre pour l'égalité des chances. Ce que vous dites, c'est le sens qui est important, plus que le mot en tant que tel, c'est surtout le sens qu'on y donne et cette stigmatisation ou cette discrimination. Oui, tout à fait, parce que je crois que en lieu et place de favoriser le vivre ensemble, ça au contraire la conséquence de stigmatiser, de stéréotyper un certain nombre d'individus à partir d'une seule de leurs caractéristiques. Mais évidemment, la personnalité est complexe et il est intéressant de prendre l'individu dans sa globalité. Alors, on voit même dans les livres scolaires qu'il y a parfois des clichés sexistes incroyables. Il y avait une liste dans les livres scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une liste de métiers, je crois, et qui était chaque fois associé à un homme ou à une femme, et donc avec les pires clichés qui puissent exister. Oui, tout à fait. Je suis très heureuse que le Parlement, tout parti confondu d'ailleurs, a voté cette proposition de résolution. Il faut vraiment qu'on puisse sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Et la manière dont les manuels scolaires, les médias explique ou montre la société, on va plus ou moins favoriser une société qui accepte la différence ou au contraire qui renforce la différence. Et de ce fait, on risque alors d'avoir à nouveau beaucoup de stéréotypes et de sociétés repliées sur elles-mêmes qui pratiquent à l'envi le rejet de l'autre. Oui, donc il faut surveiller les livres scolaires aussi bien sûr. Et en matière de scolarité, les cours d'éducation sexuelle, il y a des critiques sur ces cours d'éducation sexuelle, que parfois on invite à ces cours des associations qui n'ont rien à y faire, et d'autres, même des sexologues, disent au cours d'éducation sexuelle, on parle beaucoup des maladies sexuelles et pas beaucoup de la vie affective. Est-ce qu'il faut remettre un peu de l'ordre dans ces cours qu'on appelle les cours EVRAS ? Mais oui, et donc EVRAS, en fait, ça veut dire éducation à la vie sexuelle.
sexuelle, relationnelle et affective. Donc, c'est bien la preuve que cette notion d'affection et de relation est importante dans la manière dont ce programme a été pensé et conçu. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un moment d'évaluation de ce programme et qu'il faudra sans doute aller plus loin dans le fait d'agréer un certain nombre d'associations. Donc oui, pour parler de la vie affective, c'est très important, mais il faut aussi que les jeunes puissent être informés et complètement informés en dehors de tout engagement religieux de ce qui est possible aujourd'hui en matière de contraception, de maladie, oui, ça peut arriver, mais aussi en matière d'avortement. Et on voit que certains courants ne l'acceptent pas facilement. C'est pourtant repris dans nos législations également. Donc l'idée, c'est d'avoir une liste d'associations agréées et d'enlever de cette liste ceux qui vont contre les législations actuelles, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Une association anti-avortement n'a pas à aller parler d'avortement dans une école. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les enfants, les jeunes, soient sensibilisés à tout ce qui existe et qui leur permet demain d'avoir une sexualité épanouie et sans faire de la censure a priori, je crois. Mais ce ne sera pas qualifié comme de la censure, ça, que vous disiez, il y a certaines associations qui ont accès à l'école et d'autres pas? Je ne le pense pas. Je pense qu'on est ici dans le champ de l'information et de la sensibilisation. Et on ne fait pas n'importe quelle information. On informe sur ce qui est possible dans notre pays. Alors, le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, lance une nouvelle réglementation pour empêcher l'affichage de la publicité dans le métro, certaines publicités qui donneraient des complexes à ceux qui les regardent. Et il dit, en tant que père de 2 adolescentes, je suis préoccupé par ce genre de pub qui rabaisse en particulier les femmes. Est-ce que c'est une idée à laquelle vous pourriez aussi... est-ce que vous pourriez suivre ce genre d'idée? Mais vous l'avez exprimé tout à l'heure, la frontière est très fine. Il ne faut pas non plus tomber dans une société de la censure, je dirais. Et il me semble en tout cas que notre arsenal juridique en Belgique est suffisant que pour porter à l'examen d'abord du NIA, Centre pour l'égalité des chances, voire dans les tribunaux, des images, notamment dans la publicité, qui seraient discriminantes. Et donc, je m'interroge, mais je ne connais pas cette initiative du maire de Londres, je m'interroge sur qui va définir ce qui est contraire aux bonnes mœurs ou ce qui est sexiste ou pas. Donc je pense que ça mérite un examen approfondi et nous avons, je le répète, en Belgique, des cours, des tribunaux, des législations qui permettent déjà de dénoncer ce qui est discriminant. Alors je vais revenir, c'est intéressant effectivement cette ligne, cette limite, cette frontière qui existe, à ce que disait Stéphane Poels. Est-ce que si vous étiez à sa place, s'il fallait commenter un match de foot pour dire ces joueurs jouent de manière non virile, ça, il a le droit de dire que des joueurs jouent de manière non virile. Oui, bien sûr. Mais alors, si qu'est-ce qu'il devrait dire Qu'est-ce qu'il devrait dire pour ne froisser personne? Que c'était le premier match des Diables Rouges, qu'ils ont eu besoin sans doute de se mettre un peu dedans, comme on dit, et qu'ils n'ont pas particulièrement bien joué. Je pense que c'est ce que je dirais. Mais sans tomber dans une image qui risquerait de froisser les uns ou les autres. Mais c'est pas ça qui est dit. On utilise un vocable, d'ailleurs, très spécifique. Enfin, on ne dit pas, pour qualifier une femme, on ne dit pas nana, bon, en général. De la même manière, pour qualifier des personnes qui vivent une orientation homosexuelle ou gay, on ne dit pas Jeannette non plus. En plus, c'est un terme plutôt flamand, Jeannette. J'imagine qu'il le fait sciemment, parce que dans sa conception, dans sa vision du monde, il y a des Jeannettes, il y a des nanas. Sans doute. Je ne voulais pas stigmatiser Stéphane Poels moi non plus, par ailleurs. Moi non donc plus. Mais ça permet de peut-être mieux comprendre effectivement ce qu'il y a derrière les mots et ce qui risque de blesser derrière les mots. Tout à fait. Et je crois que c'est souvent pas la volonté de la personne qui les dit, mais ne s'en rend pas compte. Donc peut-être que ça aussi, il faudrait peut-être mieux communiquer. C'est, savez-vous ce que veulent dire les mots? Tout à fait. Et je pense qu'on gagnerait avec les associations, et il y en a beaucoup, de travailler à cette manière d'utiliser des mots pour qualifier les uns et les autres. Et parfois, l'impact est assez terrible, notamment chez les jeunes qui sont en pleine construction de leur personnalité. Merci Isabelle Simonis. Merci beaucoup. Et à demain pour une autre interview.